Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Ciné Critique, je vais vous parler d'un film américain sorti en 1993 et qui fête ses 30 ans dans la ligne de mire, In the Line of Fire en version originale, réalisé par le regretté metteur en scène allemand Wolfgang Petersen, qui n'en était pas à son galop d'essai dans l'univers d'Hollywood à l'époque, mais qui va connaître ici une forme de consécration, puisque ce long métrage va énormément fonctionner au box-office, probablement grâce à la présence en tant que héros d'un Clint Eastwood encore au sommet de sa gloire à l'époque, puisqu'il sortait de l'excellent Impitoyable et qu'il réalisera par la suite Un monde parfait. À ses côtés, pour jouer le méchant, nous retrouvons un John Malkovich psychopathe comme on l'aime. Il y a également René Russo qui jouera dans le Alert Outbreak de Petersen peu après, film qui est cher à mon adolescence, tandis que ce Dans la ligne de mire, je le découvre ici, sur le tard. Oui, il n'est jamais trop tard, mais je préfère le préciser. Également présent au casting, Dylan McDermott, qui était à peu près jeune à l'époque, il avait la trentaine, et qui depuis est devenu le héros de la grande série de Leftovers, que je vous conseille vivement. Nous avons aussi dans des rôles plus secondaires, au début, Tobin Bell, le grand méchant de la saga Saw, je crois, j'ai vu que le premier, mais je crois qu'il apparaît dans d'autres. Il y a aussi John Hurd, le père dans Maman, j'ai raté l'avion, et Fred Dalton Thompson, qui l'année d'après deviendra sénateur républicain, et qu'on a pu voir dans Jour de tonnerre. Bref, l'histoire est assez simple sur le papier, hein. C'est un thriller polar qui va se concentrer sur un certain Frank Horrigan, qui est agent des services secrets, et qui, dans les années 60, n'a pas pu empêcher l'assassinat du président Kennedy. Donc on a clairement ici un film ancré dans l'histoire américaine. Et 30 ans après, on le voit encore perclus de remords, mais il continue son boulot, faire des infiltrations et tout, en compagnie du jeune agent, donc joué par Dylan McDermott. Et très vite, cette culpabilité, etc., va ressurgir dès qu'il va repérer une piste d'un gars qui visiblement veut tuer le président actuellement en place. Et ça, alors là, Frank, il ne veut pas laisser passer ici déjà une chance de sortir de ce traumatisme, mais surtout, il ne veut pas que ça recommence. Voilà, donc il va tout faire pour intégrer le service de protection rapproché du président. Il va y parvenir, sauf que c'est compliqué parce que il est âgé. Donc le film a conscience que Clint Eastwood, ici, c'est marrant parce qu'il est toujours parmi nous. Au moment où je tourne cette vidéo, je croise toujours des doigts quand je fais des vidéos d'avance sur un film où il y a Clint Eastwood. Mais bon, hein. Et déjà, donc il y a ce discours-là, mais l'obsession et cette envie de se racheter d'une certaine manière va faire qu'il va à tout prix vouloir empêcher donc, le président de mourir, oui, mais aussi enquêter sur ce tueur qui menace pour l'arrêter avant donc qu'il passe à l'acte. Donc un tueur joué par John Malkovich, qu'on va voir de loin d'ailleurs, les deux vont faire des échanges à distance, se croiser une première fois lors d'une course-poursuite sur les toits, hein, et après, évidemment, on attend le moment final. C'est assez classique hein, ici comme film, dans sa construction et dans son évolution. Mais intéressant, puisque ça questionne l'Amérique aussi quelque part, pour un film qui est quand même 100% purement américain. Alors oui, Petersen a parfois été critiqué dans cette période de sa carrière, après il fera Air Force One que j'ai pas vu, mais qui paraît être un peu mauvais. Bon, c'est pas Roland Emmerich non plus, mais c'est vrai que c'est deux réalisateurs allemands qu'on peut mettre en parallèle là-dessus. Après, peut-être qu'ils veulent aussi réfléchir à leur manière sur l'Amérique en acceptant des projets hein, pour vivre, mais aussi pour porter leur vision personnelle, même si c'est quand même très calibré au niveau de la production. Alors, qu'ai-je pensé de ce film surtout? Parce que c'est ça qui est intéressant, hein. Si vous regardez mes vidéos, vous voulez aussi avoir mon avis, même si après on va analyser 2-3 trucs. C'est un film que je vois trop tard, ça c'est certain. Et le problème c'est que, rétroactivement, c'est un film que j'ai un peu l'impression d'avoir vu et revu, alors pour des films qui sont sortis avant, oui, mais aussi après. On est vraiment dans ce polar rédempteur classique qui met à mal peut-être certaines choses de l'Amérique, mais surtout quand même qui essaye, il faut le dire, brosser une certaine forme de patriotisme dans le sens du poil. Disons qu'il peut y avoir une ambiguïté si on veut, on peut toujours y voir les messages qu'on souhaite, hein. Mais c'est un film qui est destiné au public américain et qui appelle un des traumatismes donc, du spectateur US lambda, c'est-à-dire toucher au président, c'est toucher à la nation, l'Amérique, tout ça. Bon, l'idée derrière, c'est qu'on peut toujours nous-mêmes y voir notre propre interprétation. C'est pas un film qui va chercher justement à faire passer un message particulier, mais qui joue sur la psychologie des personnages. Et là-dessus, c'est plutôt bien joué, même si ça a ses limites. Dans le sens où le méchant, on sait très vite d'où il vient et pourquoi il fait ça. Il n'y a aucun suspense là-dessus.
On voit hein, le côté nihiliste, sociopathe du monsieur qui se sent laissé tomber par le système et qui veut se venger. Donc grosso modo c'est ça, qui ne croit plus en rien, et surtout pas en l'humain. On voit vraiment à un moment, une scène, bon il y a des chasseurs, il tue un oiseau, lui il tue les chasseurs. Bon après, c'est presque anecdotique hein, ce petit moment dans le film, mais on voit ici que c'est quelqu'un qui n'a plus rien à perdre et qui s'en fiche de tout et qui veut à tout prix rentrer dans l'histoire. D'ailleurs, il se fait surnommer Booth, John Wilkes Booth, celui qui a assassiné Lincoln. Ça m'a amusé d'ailleurs à ce moment-là parce que tu as Frank en face qui lui dit et pourquoi pas Oswald? Bah non, Oswald, non, Booth il avait plus de caractère. Bon, on n'est pas rentré dans le cliché du gars, ouais, non, mais c'est peut-être pas Oswald qui a tué Kennedy. Non, ils sont pas allés jouer là-dessus. Bon, pourquoi pas, ça aurait pu, hein, mais non. Un film qui serait fait après, peut-être, on aurait joué là-dessus, mais bon. Donc, oui, Booth, etc. Après, c'est un homme assez caméléon qui a plusieurs identités, qui se déguise et tout, mais on apprend son vrai nom et sa vraie identité, hein, à un moment. Donc, oui, il y a ce jeu de dupes entre les deux, avec deux faces opposées d'une même pièce, si on veut, puisque c'est deux déçus d'une certaine manière d'un système, l'un qui n'a pas pu empêcher quelque chose, donc qui s'en veut, l'autre qui, au contraire, a été pourri par le système et qui s'en est jamais remis derrière. Donc c'est deux personnes qui ont des problèmes psychologiques, grosso modo, mais pas de la même manière et surtout pas envers les mêmes personnes. Donc, parce que Frank il s'en veut à lui-même, alors que Booth, il en veut aux autres. Vous voyez un peu l'idée. Donc il y a ça, et bon, après, on reste dans une forme de surface classique quand même, justement pour pas que ça soit trop tendancieux. C'est un film qui pouvait être mal interprété si on en donnait trop au niveau profondeur, parce que on touche quand même au président américain, et il fallait que ça plaise au grand nombre. Donc là-dessus, le film finalement reste très balisé, et c'est pas ce qui m'attire le plus aujourd'hui quand je regarde un film de cinéma. Par contre, remis dans le contexte, c'est intéressant, et surtout placé dans l'univers Clint Eastwood au sens large, c'est un film passionnant. L'année 1993, les années 90 des États-Unis, post-Reagan, tout ça, on se remet un peu en cause, et il y a quelque chose dans ce film qui est à la fois conservateur de certaines choses, mais aussi qui tente de gratouiller des petits trucs. Mais au-delà donc de ces questionnements, etc., sur le traumatisme, hein, parce que finalement Frank il vit ça comme une forme de traumatisme de guerre, hein, de ne pas avoir pu empêcher la mort de Kennedy, des petits moments d'encart un peu numériques où on met un Clint Eastwood jeune sur des photos avec Kennedy. Dans les années 90, on teste des trucs là-dessus. Hein. C'est Zemeckis l'a fait avant, on le fera encore après, et puis il y a eu Jurassic Park la même année, bref, vous avez compris, Last Action Hero. Je pensais à Last Action Hero, à un moment, il y a une scène vers la fin qui rappelle une scène, mais pas pareil, hein. C'est au niveau du cadre et du décor de Last Action Hero. Bon bref, pour revenir donc à ce qui m'a le plus plu dans ce film finalement, parce que je suis passionné par Clint Eastwood pour plein de raisons, même si c'est quelqu'un de très ambigu, c'est que là vraiment, ce film a été taillé pour Clint Eastwood. Alors je ne sais pas si le scénariste a pris en compte cela, mais c'est une évidence pure et simple. De toute façon, les studios voulaient Clint Eastwood, Petersen lui-même était très content de l'avoir, et franchement, on peut y voir parfois une forme de Inspecteur Harry 6e volet. Alors attention, ici c'est pas un flic, service secret. Mais imaginons, dans un univers parallèle d'Dirty Harry qui aurait travaillé pour la CIA, etc., on a clairement ça, et même les archétypes qui sont un petit peu cringe et malaisants hein, quand on y pense, de ce Eastwood qui à un moment, bah, voilà, il va croiser le personnage de René Rousseau, et il va questionner la place de cette femme dans les services autour du président en mode c'est pour flatter l'électorat. Vous voyez, là c'est vraiment du Dirty Harry dans le texte. Mais à côté, le côté Clint très séducteur aussi, et donc voilà, qui est pas si has-been que ça, du moins avec les femmes. Après, pour son boulot, c'est plus compliqué, parce qu'il vacille, mais il va aller jusqu'au bout. En tant que héros pur, bah, c'est du pur Clint Eastwood, quoi. Donc ouais, si on est fan de Clint Eastwood et qu'on aime bien ce personnage qui est métafilmique, hein, parce que à travers les films, on se retrouve avec Clint Eastwood, souvent au-delà de son personnage, il joue là-dessus, et c'est vraiment là, peut-être Clint Eastwood des années 90, en tant que personnage, caractérisé sur son évolution et sur le questionnement de sa présence actuellement dans la société ici des années 90 ou dans le cinéma des années 90. Donc là-dessus, évidemment, c'est passionnant. Après, le film en lui-même, bon bah, il y a des petits trucs qui sont un peu laissés au second plan ou qui n'auraient pas dû être mis là. On aurait peut-être pu encore plus se concentrer sur la psychologie du méchant et l'échange avec le héros. Ah, la petite amourette avec le personnage de René Russo, un peu relou pour rien à un moment, et puis en plus il y a une finalité dessus.
Ça parle de pigeons d'ailleurs, on se demande si on s'adresse pas aux spectateurs. Ah, vous aimez Clint Eastwood hein, et ce genre de film-là, vous êtes des pigeons, vous avez adoré ce film. Non, mais là je vais trop loin évidemment dans l'analyse, mais ça donne presque cette impression-là. Donc ça a un peu voilà, l'amourette, pourquoi pas, hein, ok. Et la relation avec le jeune, donc joué par Dylan McDermott, où on voit très bien, très vite comment le destin va se tracer, hein, dès le début. Puis après, voilà, lui aussi il commence à avoir un traumatisme, ce jeune-là, suite à une des premières scènes du film. Et bon, bah, on sent très vite que ça va être utilisé pour encore en plus en forcer la culpabilité, l'obsession et l'envie d'arrêter donc le méchant de ce héros vieillissant joué par Clint Eastwood. C'est juste là pour ça, donc ça fait un peu fonction. Et c'était pas forcément utile non plus, mais bon. Voilà, c'est un film qui est un peu dans ces poncifs-là des années 90 aussi, et qui est fait donc en mode blockbuster grand public. Ça fonctionne après, hein. Les ingrédients sont là, et la preuve c'est que ça a fonctionné, que ça a marché au box-office, et que c'est un film qui est resté plus ou moins dans les annales, même si je le découvre sur le tard. Alors ça ne sera pas mon Petersen préféré, non, évidemment, pour moi ça reste toujours l'histoire sans fin, hein. Ça c'est sûr. Hein. Mais même à l'art, je suis plus attaché, mais ça c'est purement subjectif et biaisé, puisque j'ai découvert vraiment jeune. Mais c'est sympa, hein, quand même, dans la ligne de mire. Et je vous renvoie aussi à une vidéo de Mister Cult, un collègue youtubeur, parce qu'il en a parlé il y a quelques mois, et quand j'avais vu sa vidéo, je me suis dit, ah bah j'avais prévu d'en parler pour les 30 ans, bon bah voilà, on se croise encore à travers nos vidéos, c'est pas la première fois. C'est tout ce que j'avais à dire sur Dans la ligne de mire, hein, j'aurais pu aller sur d'autres termes, ah oui, la musique d'Ennio Morricone, qui est pas forcément inoubliable ici, mais ça passe, mais c'est pas sa meilleure partition, au moins de là. Niveau mise en scène, c'est très classique. Est-ce qu'on voit la patte Petersen? Pas plus que cela, si ce n'est sur la psychologie des personnages un petit peu, mais bon, voilà. Mais bref, maintenant, je veux votre avis sur Dans la ligne de mire, et ça m'intéressera d'ailleurs si vous le connaissez depuis l'époque et que vous l'avez vu et revu depuis 30 ans, hein, voir un petit peu votre lien avec ce film, qui ne sera pas forcément le mien, évidemment. Je vous dis à la prochaine, ciao!